Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par expliquer un petit peu l'idée du titre de State of the Blockchain. C'est une référence à State of the Union, qui est une présentation qui est faite par le président des États-Unis devant le Congrès pour présenter un petit peu sa politique à venir et surtout le statut de l'année passée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord présenter un petit peu ce que c'est que la blockchain, un petit historique aussi de la genèse de Bitcoin et de la blockchain. Et ensuite, je vais vraiment faire un tour de l'actualité 2017 et ensuite découler sur des perspectives 2018. Déjà, je vais me présenter. Donc, je suis ingénieur senior back-end chez Equino à Paris et je suis en charge des sujets blockchain pour la veille chez Equino. Si vous voulez me tweeter pendant la conférence, ça va m'envoyer des notifs, mais c'est pas grave. Et puis, ça me permettra d'avoir un peu de feedback sur la conférence. Voilà. D'abord, donc, on explique un petit peu ce que c'est que la blockchain. C'est un sujet qui est assez complexe, qui est difficile à résumer en 5 minutes. Donc, je vais prendre un peu plus de temps que ça pour l'expliquer. C'est un réseau qui a un ensemble de propriétés. D'abord, c'est une liste de transactions. Donc, c'est une base de données qui va être non pas décentralisée, mais distribuée. On va pouvoir la retrouver chez l'ensemble des participants à un réseau blockchain. Et elle est inaltérable. Alors, elle est inaltérable en théorie, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un hard fork pour modifier l'historique des transactions sur une blockchain. Je commence à vous donner beaucoup de vocabulaire, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail après, ne vous inquiétez pas. Le hard fork, en fait, va permettre, s'il y a un consensus d'une majorité des personnes, de revenir en arrière. Donc c'est vraiment la majorité des participants au réseau qui vont prendre la décision de la direction du réseau. Là, je vais d'abord rentrer dans le détail d'une transaction Bitcoin. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc en fait, Alice veut envoyer un Bitcoin à Bob. Donc c'est un copain, elle lui doit un Bitcoin, donc elle veut lui envoyer un Bitcoin. Bon, un Bitcoin aujourd'hui, ça fait beaucoup d'argent, mais voilà, pour les c'est pas mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une transaction. Cette transaction, elle va être agrégée avec d'autres transactions dans un bloc. Donc dans un bloc, on va retrouver un certain nombre de transactions qui vont dépendre à la fois de la taille du bloc et de la taille des transactions. Mais ce bloc, en tant que tel, il va être par la suite validé par ce qu'on appelle les mineurs du réseau. Les mineurs, c'est les personnes qui vont maintenir le réseau, qui vont avoir la puissance de calcul pour faire tourner le réseau Bitcoin. Et cette validation, elle se passe au travers de techniques cryptographiques et avec une notion un petit peu d'algorithme de brute force. On trouve l'adresse du bloc suivant via de la brute force et le mineur est récompensé par le réseau quand il trouve le prochain bloc. Ce qui va du coup rémunérer les mineurs pour faire fonctionner le réseau. Une fois que le bloc a été validé par l'ensemble des mineurs, on va le dater, donc on va lui rajouter un timestamp, et on va l'ajouter à la chaîne de blocs. Et Bob, lui, peut vérifier sur cette chaîne de blocs qui est publique que la transaction a bien été validée par le réseau. Ce qui permet de s'assurer qu'il ne va pas se retrouver avec Alice qui a envoyé 2 fois un Bitcoin dans le même bloc. Le réseau va valider que ce n'est pas possible. Et donc Bob va recevoir son Bitcoin sur son wallet. D'abord, une petite question. Qui, parmi vous, a déjà une crypto-monnaie, un Bitcoin, enfin pas un entier, hein, mais... Ok, ça marche. Donc je vais faire un petit historique un petit peu de Bitcoin. En 2007-2008, il y a eu la crise des subprimes, je pense que vous êtes tous au courant, où on s'est rendu compte, nous utilisateurs, que les banques avaient tendance à jouer un petit peu avec notre argent. Donc il y a eu une perte de confiance dans le système bancaire, dans le système financier. Suite à ça, il y a un white paper qui est sorti par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est un alias, c'est pas le nom réel de quelqu'un. Et le white paper, donc, c'est l'ensemble des règles qui vont régir le réseau Bitcoin. Et donc, c'est la définition même du Bitcoin. Donc, comme je disais, Satoshi Nakamoto, c'est un alias, donc il y a plein de gens qui s'amusent à prétendre qu'ils sont des Satoshi, mais jusqu'ici, on ne sait toujours pas qui c'est. Hein.
En 2009, on voit apparaître sur GitHub le code source de Bitcoin et il commence à y avoir les premiers mineurs. Donc Bitcoin commence à réellement naître. Le premier Bitcoin est miné à ce moment-là. Donc c'était il y a quand même déjà 8 ans, 9 ans bientôt. Et en 2015, on commence à en parler dans la presse. Donc il se passe quand même 6 ans entre-temps. Et The Economist commence à publier en une de son numéro un dossier complet sur The Trust Machine, qui est vraiment la définition peut-être la plus simple de la blockchain. Parce que la blockchain, qu'est-ce que ça permet au final? Ça permet de se passer d'un tiers de confiance. Bitcoin permet de se passer d'une banque pour faire du transfert financier. Donc ça permet de simuler la confiance. Petit détail sur le cours du Bitcoin. Voilà, on peut voir que effectivement, au début, on n'avait pas forcément grand-chose en termes de mouvement. Et puis en 2014, il y a eu une première bulle entre guillemets où on a eu une grosse montée du prix, une grosse flambée du prix avant que ça redescende légèrement, mais c'est jamais complètement redescendu. Et là, ces dernières années, ça commence à réellement exploser parce qu'il commence à y avoir les institutions financières qui s'y intéressent et qui commencent à faire du trading de Bitcoin, ce qui aujourd'hui fait vraiment gonfler le cours, et donc un Bitcoin aujourd'hui vaut beaucoup d'argent. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Parce que donc là, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était Bitcoin, je vous ai expliqué vaguement ce que c'était que la blockchain. En pratique, on va avoir des applications qui vont sortir aussi juste du marché financier. Donc Bitcoin permet de faire des transactions financières, mais la blockchain, ça va être une corollaire qu'on va tirer du système Bitcoin. On va essayer de réexploiter certains de ses attributs pour faire d'autres projets. Et donc là-dessus, il y a un deuxième projet qui est sorti qui s'appelle Ethereum. Ethereum, c'est aussi une blockchain, mais qui celle-ci est orientée plutôt smart contract. Alors smart contract, ça a l'air un peu abstrait comme ça, c'est le fait de pouvoir exécuter du code sur les mineurs. Alors Bitcoin permet de le faire dans une moindre mesure. Le Ethereum, c'est vraiment orienté là-dessus, c'est son axe de développement, dans le sens où ils ont donné beaucoup plus de possibilités aux développeurs pour exécuter du code sur les machines des mineurs. Mais sinon, on reste sur le même mode de fonctionnement que sur du Bitcoin. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit par des langages de programmation qui sont un peu plus développeur-friendly, même si on peut très bien le faire avec Bitcoin, mais c'est plus facile, c'est plus lisible sur des langages basés sur Ethereum. Et donc ça a permis derrière de sortir plein de projets qui vont décentraliser l'exécution de code. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de décentraliser par exemple un gouvernement. Et il y a un exemple qui est assez parlant, c'est l'Estonie. L'Estonie, ils ont beaucoup regardé blockchain. Alors c'est un pays européen, mais c'est un pays qui a pas beaucoup d'habitants, beaucoup moins que la plupart des puissances qu'on a aujourd'hui. Mais c'est un pays développé où ils servent un petit peu de blockchain pour décentraliser le gouvernement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis des informations concernant la sécurité sociale, le système judiciaire, le système législatif, la sécurité. Ils sont en train de mettre le droit commercial aussi dans des smart contracts et ils étudient énormément le sujet. Donc ils travaillent beaucoup là-dessus, ils sont très proactifs sur la partie gouvernance décentralisée. Qu'est-ce que ça permet ça au final? Ça permet ça va permettre de redonner un peu plus de pouvoir aux citoyens. C'est une des promesses, c'est une des utopies de la blockchain, c'est de faire en sorte qu'on puisse décentraliser le pouvoir et donc quelque part peut-être se passer d'un gouvernement. Malte aussi, en Europe, regarde beaucoup le sujet. Alors, un peu moins que l'Estonie, mais c'est assez intéressant, surtout quand on regarde un peu l'actualité avec Malte, où c'est un pays où il y a quand même un petit peu de corruption. C'est intéressant qu'ils regardent et qu'ils investissent dans les sujets blockchain, parce que quelque part, ça va permettre de répondre à ce problème-là et de limiter la corruption. Comme tout est public, tout est transparent, on va pouvoir vraiment suivre ce qui se passe avec les fonds des citoyens. Mon impôt, à quoi il sert?
Voilà. Donc Malte est en train de créer une blockchain task force, c'est comme ça qu'il l'appelle, dans l'objectif de légiférer sur qu'est-ce que c'est que la blockchain, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, c'est quoi les limites à mettre là-dessus, et aussi digitaliser le gouvernement. Alors là, on sort de la partie gouvernementale, même si on y reste un petit peu. Il y a un projet qui s'appelle Bitland, que je trouve assez intéressant. L'idée de Bitland, c'est de distribuer les cadastres. Donc les cadastres, c'est, si vous êtes propriétaire, vous savez ce que c'est les plans qui sont gérés par l'État des propriétés terriennes des différents propriétaires. Et donc, en France, on va à la mairie pour regarder le cadastre, pour faire des modifications, etc. Au Ghana, ce qu'ils ont fait, c'est que comme il y a beaucoup de fermiers ou beaucoup de propriétés terriennes qui sont un petit peu abstraites, puisque c'est un pays qui est en train de se développer et il y a eu beaucoup de disputes suite à ça, et que c'est un pays où il y a quand même eu pas mal de corruption. Comme les citoyens n'avaient pas forcément confiance dans leur gouvernement, Bitland, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un cadastre, donc le Ghana a accepté de faire ça aussi, dans la blockchain, donc qui est entièrement public, tout le monde peut le consulter, enfin tous les membres du cadastre peuvent le consulter, et donc ça permet de résoudre cette problématique de digitalisation de documents qui sont légaux et qui apportent une preuve de propriété. Augure, c'est un autre projet, alors là on sort carrément, on rentre quasiment dans la science-fiction. C'est un autre projet que je trouve assez intéressant parce que la promesse d'Augure, c'est de réussir à prévoir l'avenir. Alors comment est-ce qu'ils veulent prévoir l'avenir? C'est ce qu'on appelle des prediction markets, des marchés prédictifs. L'idée de base derrière ça, c'est si la masse, si je pose une question, par exemple, est-ce que Donald Trump va finir son mandat ou est-ce qu'il va être impeached avant, à un ensemble d'utilisateurs qui est grand, je vais pouvoir faire confiance à la majorité des choix des utilisateurs. Augure, c'est une plateforme décentralisée qui permet de faire ça. Alors, c'est vrai que comme ça a l'air un peu de la science-fiction, mais visiblement ça fonctionne, puisqu'il y a des événements qui ont réussi à être prédit au travers de ça, notamment des événements météorologiques par des personnes qui n'ont aucune connaissance en météorologie. Donc c'est assez surprenant, mais voilà. Un projet un peu plus franco-français, mais qui est assez intéressant parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas que des startups qui se lancent sur ce sujet-là. Il y a AXA qui récemment a sorti un projet qui s'appelle Fizi. Fizi, le principe c'est assez simple. Moi, en tant qu'utilisateur, je vais m'inscrire sur Fizi. Je vais dire, voilà, mon nom c'est ça, mon numéro de vol c'est ça. Je paye 2 € dans un smart contract à Fizi. Et si mon vol a du retard, plus d'une heure de retard, Fizi va me rembourser 100 €. C'est de l'assurance de retard de vol. Mais tout ça, c'est géré dans un smart contract. Alors, c'est quoi l'intérêt de gérer ça dans un smart contract? C'est qu'il y a un système d'escroc. C'est-à-dire que l'assurance est complètement décentralisée. Je ne vais pas donner mes fonds directement à AXA. Ça va être géré par le réseau. Et derrière, je suis assuré, si jamais j'ai un retard, parce que c'est automatisé via des API, d'avoir mon remboursement avant même que mon avion ait touché le sol. Et donc ça, c'est assez intéressant puisque c'est de l'immédiateté. Je n'ai pas à me poser la question de c'est quoi mon contrat d'assurance, est-ce que ça couvre bien ce cas de figure, etc. Non, c'est assez simple. Si l'API dit que mon vol a du retard, je suis remboursé. Et donc ça montre aussi que des institutions qui pourraient se sentir menacées par des systèmes blockchain commencent à s'y mettre et commencent à regarder de près et à arriver aussi avec des services un peu innovants. EOS, c'est assez intéressant comme projet aussi. L'objectif du projet, c'est de dire je vais faire tourner un logiciel sur ma machine et je vais être rémunéré pour louer ma puissance de calcul. Donc je vais dire je réserve 20% de mon ordinateur à ce projet-là et je vais être payé pour les 20% et qui vont être consommés en permanence. Et à côté de ça, EOS permet donc d'avoir une sorte de cluster gigantesque, une puissance de calcul disponible qui peut être potentiellement énorme. Et en contrepartie, moi, si je veux utiliser cette puissance de calcul, j'ai juste à payer la puissance que je vais consommer. Et donc tout ça est géré aussi via la blockchain pour la partie rémunération et puis échange entre les différents acteurs.
Du coup, je vais vous laisser lire. Donc je ne sais pas si pour l'instant c'est relativement clair ou si c'est toujours un peu flou. Là je vais commencer à partir sur la partie actualité 2017. Ça va parler de pas mal de choses. Déjà je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une ICO, parce qu'on en a beaucoup entendu parler en 2017. Une ICO, c'est le fait de financer un projet, une entreprise, par des tokens blockchain. Donc moi en tant qu'investisseur, je vais acheter des tokens qui vont me donner, selon le projet, selon l'entreprise, selon l'ICO, ou des droits de vote sur l'entreprise, ou un intéressement sur les revenus du projet, etc. Les ICO, je vous en parle parce qu'il y a eu énormément d'activités autour des ICO en 2017. Ça a commencé un petit peu avant, mais voilà. Aujourd'hui, on est à près de 1300 tokens et monnaies au total. La capitalisation totale des crypto-monnaies, j'ai regardé ça hier, on est à 208 milliards de dollars. Alors dedans, ça prend en compte Bitcoin qui prend près de la moitié, voire un peu plus. Donc, il faut aussi un peu relativiser, mais voilà. Par contre, il y a un sujet qui est vraiment important, c'est que les ICO aujourd'hui, c'est pas du tout encadré par la loi. Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas du tout encadré. Donc ça veut dire que potentiellement, en tant qu'entrepreneur, si je crée une ICO, je suis dans l'illégalité. Ça veut dire que potentiellement, je me retrouve dans 2 ans en prison. Si l'État décide de légiférer d'ici là, je peux être en prison parce que je pourrais avoir fait une escroquerie, sans le savoir. Hein. Mais voilà, c'est un risque. En tant qu'investisseur, mon plus gros risque, c'est de me faire escroquer, c'est de perdre tout mon argent, mais bon, ça c'est déjà un risque qu'on a en tant qu'investisseur. Potentiellement, je pourrais aussi, sans le savoir, participer à des opérations de blanchiment d'argent et aussi me retrouver en prison dans 2 ans. Donc il faut vraiment faire attention aux ICO, il faut vraiment regarder le projet si vous voulez investir. Et voilà, faites très attention parce que ça peut être dangereux. Il y a un autre sujet en 2017 qui a beaucoup fait parler de lui, surtout récemment. Je suis content parce que j'ai dû mettre à jour mes slides cette semaine, j'étais ravi. Il y a eu beaucoup de forks cette année. Sur Bitcoin, il y en a eu 2. Le premier, c'est Bitcoin Cash. Alors, il faut savoir que Bitcoin, donc il n'y a pas d'entité derrière qui va piloter le projet. C'est vraiment plusieurs acteurs qui vont échanger, qui vont débattre et qui vont essayer de faire avancer le projet. Dans ces acteurs, on retrouve les développeurs de Bitcoin, qui sont un groupe de développeurs sur GitHub. On retrouve des industriels qui ont créé des boîtes autour de Bitcoin, donc des échanges, des projets un peu plus pérennes. Et on trouve les mineurs qui sont des personnes qui ont investi beaucoup d'argent pour créer des machines dédiées pour optimiser leur temps de minage et donc avoir un maximum de Bitcoin en minant. Ils vont mettre en relation beaucoup de machines et voilà. Donc ils ont investi beaucoup d'argent. Ces différentes entités, elles ne sont pas forcément toutes d'accord sur la direction à prendre pour Bitcoin. La problématique qu'il y avait à l'origine, c'est surtout que Bitcoin a commencé à mettre du temps à réaliser les transactions et que les transactions étaient de plus en plus chères pour les utilisateurs. Parce qu'à chaque fois que vous faites une transaction, vous payez un petit fee. Et ce fee permet de rémunérer les mineurs. Mais si les mineurs ne peuvent pas mettre suffisamment de transactions dans un bloc, ils sont moins rémunérés que s'ils peuvent en mettre plus. Donc une des options pour améliorer ça, c'était le fait d'augmenter la taille des blocs. Donc c'est là qu'a été créé Bitcoin Cash, où ils sont passés la taille des blocs d'1 mégabit à 8 mégabits, donc x8. Une autre option, c'était de mettre en place le protocole Segwit, ce qui a été fait courant juillet, si je ne dis pas de bêtises. Segwit, ça permet globalement de réduire la taille des transactions. Donc on peut aussi en mettre plus dans un bloc. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hard fork. Donc le hard fork, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une deuxième chaîne qui va se créer. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a les différents blocs qui sont liés. Si je crée un hard fork, je vais dire à partir de ce bloc-là, je vais être sur une autre chaîne, sur un autre logiciel pour faire tourner le réseau.
Et donc on a eu deux chaînes qui se sont créées le 1er août, la chaîne Bitcoin Cash et la chaîne Bitcoin classique, la Bitcoin qu'on utilise encore aujourd'hui. Bitcoin Cash sur lequel il y a des blocs de 8 mégabits et Bitcoin standard où on est sur Segwit aujourd'hui. Donc ça, c'était la première chose. Et donc pourquoi ça s'est fait? Parce qu'il y avait une dissension entre les développeurs, les mineurs et les industriels. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la voie à suivre pour le fonctionnement de Bitcoin. Donc en juillet, ensuite, on avait les New York Agreements qui ont mis en place Segwit, qui ont lié à un deuxième fork potentiel qui était Segwit 2X. Segwit 2X, c'était... alors je parle au passé parce que cette semaine, ils ont annulé le fait de faire le fork. Segwit 2X, c'était le fait de redoubler la taille des blocs, donc passer avec Segwit à des blocs de 2 mégabits. Au final, les personnes qui voulaient doubler la taille des blocs se sont dit la communauté ne va pas nous suivre, donc ça ne sert à rien, on ne va pas le faire. Donc ça, c'était suite à des échanges sur les réseaux sociaux, sur des forums, sur des mailing lists. Bitcoin Gold, c'est un peu particulier. Je vais avoir du mal à vous en parler parce que on a beaucoup parlé du projet. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans et ça n'est toujours pas réalisé. Donc on ne sait pas si le fork a eu lieu ou pas. Et on ne sait toujours pas si c'est vraiment en place. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développeurs pour travailler sur le projet Bitcoin Gold. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est un truc dont on avait pas mal parlé avant que je refasse ma conf. Mais les forks, il y en a eu aussi sur Ethereum. Alors sur Ethereum, c'est un peu plus simple, parce que Ethereum, ça a été créé par quelqu'un qui s'appelle Vitalik Buterin, qui est un Canadien d'origine russe, et qui donc a publié c'était pas exactement un white paper, je crois que c'était un yellow paper sur Ethereum, qui est donc la blockchain que je vous présentais tout à l'heure, et pour faire des mises à jour sur Ethereum, ils font des forks, un petit peu comme sur Bitcoin, sauf que comme le développeur qui a créé Ethereum est clairement identifié, qu'il a reconnu, il est beaucoup plus facilement suivi par la communauté. Il y a une direction qui est donnée par lui et puis par l'entreprise qu'il a créée. C'est pas pour autant que si demain la communauté voulait décider de s'emparer d'Ethereum, il pourrait pas le faire. C'est juste que là, on a une vision qui est clairement identifiée et la direction, elle est prise. Alors, dans les forks, on a Metropolis qui est le nom de la mise à jour globale, Byzantium qui a apporté des nouvelles fonctionnalités sur les smart contracts, et Constantinople qui va sortir en 2018 a priori, qui théoriquement devrait changer l'algorithme de minage et passer d'une preuve de travail qui est donc ce que je vous expliquais, le fait d'utiliser des techniques cryptographiques pour trouver l'adresse suivante du bloc et valider les transactions, à une proof of stake qui a un algorithme qui n'est pas encore clairement défini, mais dont le principe est je vais engager des fonds pour dire que c'est plutôt cette direction que je veux prendre pour valider, et si je me trompe, je vais perdre ces fonds-là. Un autre point intéressant en 2017, c'est qu'il y a eu beaucoup de consultations par l'Union européenne, par l'ensemble des États globalement, mais par l'Union européenne beaucoup. Il y a du budget qui a été alloué à la recherche sur des sujets blockchain. En France, on commence aussi à le faire beaucoup. Donc c'est un sujet que les États commencent à regarder parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un besoin de régulation, que c'est pas quelque chose qui va disparaître et que c'est une technologie qui va vraiment impacter les États, la finance. Donc il y a un besoin de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. En Chine, ils ont banni les ICO. C'est-à-dire que la Chine veut vraiment contrôler ce qui se passe sur les réseaux blockchain, et donc ils veulent éviter que des fonds chinois sortent du pays. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? C'est qu'ils ont complètement interdit les ICO. Il y a encore des petits soucis, donc ça c'est pareil, j'ai dû le mettre à jour régulièrement cette semaine. En début de semaine, on s'est rendu compte sur un projet qui s'appelle Parity, qui est un portefeuille à multipropriétaires sur Ethereum. Parity, c'est assez important comme projet parce que il y a beaucoup d'ICO qui ont été financés, dont les fonds ont été mis dans des portefeuilles à plusieurs signataires, Parity. Il se trouve qu'ils avaient corrigé un bug il
il y a quelques mois, qui a introduit un deuxième bug qui est sorti cette semaine, où un utilisateur a accidentellement, ou pas, on ne sait pas trop, mais voilà, il dit que c'est accidentel, il a tué tous les contrats multisignatures. Donc en fait, les fonds qui sont protégés par ces contrats-là aujourd'hui sont inaccessibles. On n'a pas exactement d'estimation, mais on est autour de 250-300 millions de dollars de fonds qui ont été bloqués par ça, et qui sont aujourd'hui pas récupérables. Personne ne peut les utiliser, quoi. Donc il y a encore quelques petits trous dans la raquette. C'est pas tout à fait stable comme solution. Il faut vraiment, encore une fois, faire attention. Et donc c'est une technologie qui est en cours de maturation, mais qui n'est pas tout à fait mature aujourd'hui. Voilà, typiquement ce que je disais. C'est en cours de maturation parce qu'on a de plus en plus de librairies, de frameworks qui sont en train de sortir, notamment sur Ethereum, mais pas que, sur beaucoup de blockchains différentes. Ces librairies, ces frameworks, qu'est-ce qu'elles permettent de faire au niveau technique? Elles vont permettre de mettre en place rapidement des projets blockchain, elles vont permettre de tester des projets blockchain, et notamment, on commence à avoir des librairies qui apparaissent sur la qualité de ces projets-là. On va avoir de l'automatisation du test, de la sécurité. Et c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Il faut faire vraiment attention à ça. Il faut vraiment faire auditer les contrats si vous voulez vous lancer là-dedans. Si vous voulez lancer un projet blockchain, ça peut impacter potentiellement des milliers, des millions d'utilisateurs. Et comme le dirait un collègue à moi, le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça marche. Parce que là, il va falloir le mettre en prod, il va falloir le développer. Et si vous n'avez pas fait attention à ça, à ce sujet-là, il y a un gros risque qu'il y ait un problème, comme on l'a pu le voir sur le wallet Parity. Chez Equino, aujourd'hui, donc Equino, on est une entreprise qui fait de la techno, et on fait des sujets de POC. Donc on est en train de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Enfin, je vais pas vous embêter trop longtemps non plus avec ça, mais voilà, c'était pour vous dire que nous, on est en train de regarder aussi un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement, ce qui permet de sortir ce genre de conférence aussi après. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en 2018. Donc je résume un petit peu. Sur 2017, on a vu qu'il y avait vraiment un engouement en termes financiers. Qu'il y avait quand même beaucoup de dissensions sur les réseaux principaux, enfin surtout sur Bitcoin, mais que quelque part ça pouvait être aussi assez simple puisque c'est ce qui permet de faire évoluer le réseau. Que à côté de ça, on avait des réseaux qui étaient beaucoup plus dirigés, mais qui manquent encore de stabilité, où on retrouve encore des bugs et où on voit que la maturation n'est pas tout à fait arrivée à son terme. Donc en 2018, qu'est-ce qui pourrait se passer? Déjà, comme on l'a vu, les États ont fait pas mal de consultations. Et donc ces consultations, elles vont sans doute mener à une législation. Alors est-ce que ça va arriver en 2018 ou un petit peu après, je ne sais pas. Mais je pense qu'en 2018, on va avoir les premières législations qui vont arriver sur les sujets, en tout cas en France et en Europe. Et on va voir dans le reste du monde deux modèles qui vont sortir un petit peu à mon sens. Mais c'est vraiment de l'hypothèse, hein. Je ne m'engage pas trop là-dessus. Mais voilà, on voit que d'un côté, il y a la direction estonienne qui est « je veux redonner du pouvoir à mes citoyens, je veux essayer de décentraliser mon gouvernement ». Et d'un autre côté, il y a le modèle chinois où je vais faire attention à pas trop perdre le pouvoir et puis vraiment contrôler ce qui se passe. Donc on va avoir ces deux types de régulations qui vont sans doute sortir, et puis peut-être qu'il y en a une qui va gagner, peut-être pas. Voilà. On va aussi voir un début de mise en application. Donc on a déjà vu des startups qui sortaient des projets. Ça va continuer. On va avoir de nouveaux modèles économiques qui vont sortir aussi. C'est quelque chose qui va permettre de faire un nouveau mode de financement aussi avec les ICO. Donc ça va probablement encore développer l'innovation, mais on va aussi voir les grands groupes qui vont s'y intéresser. Axas en a un exemple, mais de plus en plus, on va avoir les personnes qui se sentent peut-être un peu menacées par les nouveaux modèles émergents qui sont liés à cette technologie, qui vont s'intéresser et qui vont consulter, qui vont faire de la recherche pour voir comment utiliser cette technologie et puis l'intégrer à leur modèle économique ou alors se transformer pour répondre à ces nouvelles problématiques. Au-delà de ça, on va aussi voir des partenaires techniques comme on peut l'être chez nous, qui vont aussi vraiment regarder le côté technique et puis essayer de conseiller leurs clients. Du coup, voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Donc nous, on va utiliser un peu ces sujets-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
dans quel cas on peut les appliquer à nos projets de digitalisation, et puis éventuellement conseiller nos clients sur ces solutions-là. Je vais faire un petit point. Ouais, je suis quand même beaucoup en avance, mais c'est pas grave, on aura peut-être des questions après, enfin, j'espère. Notez-les. Je vais faire un petit point quand même sur la communauté, parce que comme c'est un marché émergent, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, et c'est bien de pouvoir discuter un peu de tout ça aussi avec d'autres personnes. Faut vraiment pas hésiter à regarder les avis de tout le monde, parce qu'il y a des avis très tranchés, et c'est intéressant de voir les points de vue de tout le monde là-dessus. Donc sur les communautés en ligne, il y a CryptoFR qui est une communauté qui est très importante. Je crois qu'il y a plus de 3000 membres. C'est à la fois un forum et un Slack. Voilà, il y a les liens à la fin de la presse, hein. Vous pourrez vous inscrire assez facilement. Le Cercle du Coin, c'est une association française qui a pour but de promouvoir les sujets Bitcoin et blockchain en général auprès des utilisateurs, mais surtout des gouvernements. Et Asset, c'est l'association des utilisateurs Ethereum français. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi. Il y a plusieurs meet-up. Hier, j'étais à... Alors, c'est pas BDX Coin, c'est Winecoin maintenant, je crois. Voilà, hier, j'y étais. C'est des gens très sympas. Si vous voulez parler technique, c'est vraiment le bon endroit. BDX Chain pour plutôt les sujets blockchain. J'ai quelques meet-up à Paris, mais bon, ça vous intéresse sans doute un petit peu moins. J'ai aussi une petite info, c'est que a priori, il va y avoir une boutique qui va ouvrir orientée Bitcoin à Bordeaux d'ici peu. Donc vous pourrez en parler avec les gens de Winecoin, ils sont plus au courant que moi, mais voilà, c'est une boutique dans laquelle vous allez pouvoir acheter du matériel lié à ces usages blockchain, crypto-monnaie, mais aussi directement acheter des bitcoins si vous voulez. Ça va être l'équivalent un petit peu de la maison du bitcoin, mais à Bordeaux. Petite conclusion, donc voilà, on voit que la technologie blockchain, elle est là depuis un moment, c'est pas prêt de s'arrêter, on va commencer à avoir vraiment des applications qui vont sortir, et il y a beaucoup de décisions qui sont encore à prendre aujourd'hui, dans quelle direction on veut aller, dans quelle direction on va aller, et je pense qu'on a vraiment un poids là-dedans, c'est aussi à nous de prendre les bonnes décisions, et puis d'orienter cette technologie dans la bonne direction. Là, c'est les petits liens du coup des références, les petites sources. Et du coup, si vous avez des questions, je vous écoute. J'espère que vous avez des questions, s'il vous plaît. C'est bon, salut. Bonjour, alors j'ai une petite question. Est-ce que vous avez des informations concernant la répartition des tokens sur les différentes monnaies? Par exemple, on va dire que la blockchain, on sait que on en produit de moins en moins. Du coup, les premiers, ils ont la majorité des tokens, on va dire. Ouais. Et okay. Est-ce que vous avez fait une map sur les transactions pour voir quels sont les comptes qui ont on va dire il y a un compte qui va avoir 10% des alors moi je l'ai pas fait personnellement, mais effectivement il y a des sites qui permettent de suivre ce genre de choses, puisque comme tout est public, on voit exactement quels sont les montants qu'il y a sur chacun des wallets. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est à qui appartient le wallet. Il y en a certains qui sont clairement identifiés, qui appartiennent à des acteurs qui sont connus. Il y en a d'autres, on ne sait pas qui sont les propriétaires. Après, je sais plus exactement, mais je pense qu'effectivement les premiers mineurs, ils ont potentiellement beaucoup de bitcoin sur leur wallet. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur wallet. C'est-à-dire que si demain je perds ma clé privée, si demain je perds mon mot de passe qui me permet d'accéder à mon wallet, j'ai perdu mes fonds. Je ne peux pas les récupérer, c'est le principe. Hein. On ne veut pas que puisse me les faire voler, donc si je perds mon mot de passe, je les ai plus. Et potentiellement, au début, il y avait beaucoup de gens qui jouaient avec beaucoup de bitcoin, puisqu'il y en avait beaucoup de disponibles, et qui aujourd'hui ont complètement oublié ça, et savent qu'ils avaient un wallet avec peut-être 100 bitcoins dessus, mais ils ne savent pas où ils ont mis la clé, quoi. Donc là, c'est perdu. Oui, tout le monde pourra passer, je pense. Hein. Ok, qui a levé la main?
Bonjour. Ouais, juste dans la même veine, un peu, ça me fait penser à la question précédente. Vous avez parlé de régulation. Il y a tout un tas de sites, vous venez de mentionner, là, qui recensent, où on peut accéder à toutes les transactions. Donc j'imagine qu'il y a côté, non pas côté législatif, mais plutôt côté judiciaire, qu'il doit y avoir tout un tas d'actions, il me semble, qui sont lancées aussi côté force de police, gendarmerie, pour commencer à analyser ces transactions. Vous savez où on en est un peu, l'état des recherches sur ce sujet ou pas ? Bah, on peut mentionner effectivement le fait qu'il y a eu effectivement des activités criminelles de blanchiment qui sont passées par Bitcoin. Et on sait aussi que comme c'est des transactions qui sont traçables et qui sont tracées par la police, il y a des personnes qui se sont fait arrêter à cause de ça. Donc la police trace ces transactions-là et enfin, c'est le principe du réseau public, hein, c'est que c'est visible. Donc s'ils arrivent à retrouver un jour une personne qui va échanger ses bitcoins contre des euros, contre des dollars, ou qui a mis des euros ou des dollars en échange, c'est potentiellement... voilà, on peut tracer, quoi. Donc effectivement, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu, il y a déjà eu des arrestations liées à ça. Ouais. Tu peux répéter une fois parce qu'on l'entendra pas. Ouais, du coup, la question c'était est-ce qu'il y a des projets de recherche du R&D sur le suivi des transactions, c'est ça ? Ok. Oui, il y en a, effectivement. Je sais qu'il y a des logiciels qui permettent de... Enfin, il y a un peu une compétition là-dessus parce qu'il y a des personnes qui essayent de mettre en place des logiciels qui vont brouiller les pistes en faisant plein de petites transactions et puis en mélangeant les fonds entre différents portefeuilles. À côté de ça, il y a d'autres logiciels qui vont essayer de retracer ces fonds-là. Notamment, on a eu le cas sur WannaCry qui était un ransomware. WannaCry, donc vous mettez une adresse Bitcoin pour décrypter le disque dur. Les fonds WannaCry ont été identifiés sur une adresse Bitcoin qui a toujours été suivie. Et ils ont beau essayer de passer sur des brouilleurs de transactions, on les retrouve toujours. Il y a toujours des logiciels qui permettent aussi de débrouiller les transactions. Bonjour et merci pour la présentation, c'était vraiment bien. Est-ce qu'il y a une taille en fait de réseau en termes de nombre de mineurs ou de blocs qui permettent de garantir la sécurité en fait de l'ensemble? Alors effectivement, sur un réseau avec 3 mineurs, on ne peut pas vraiment garantir la confiance. J'ai pas le nombre en tête, pour être honnête, du nombre de mineurs minimum pour garantir une sécurité, une intégrité du réseau. Ouais, donc je saurais même pas vraiment faire d'estimation. Je pense autour de. Du coup, peut-être ça serait une histoire de ratio entre le nombre de mineurs et le nombre de transactions, ce genre de choses. Non, pas forcément. Il faut vraiment un minimum de mineurs pour valider l'intégrité des transactions, parce que le nombre des transactions va pas influer là-dessus, quoi. C'est juste, par contre, s'il n'y a pas de transaction, je vais pas pouvoir remplir mes blocs, donc au bout d'un moment, je vais pouvoir en mettre, mais. Ouais. Bonjour. Une question rapide. Au début, vous parliez du fait que le Bitcoin s'est arrivé un petit peu après la crise des subprimes, le moment où on s'est rendu compte que les banques peut-être nous arnaquaient un peu, bref. Après, vous parliez du fait que le cours du Bitcoin a grimpé énormément, et peut-être en partie au moment où les banques ont commencé à s'y intéresser. Du coup, ma question, c'est est-ce que finalement, c'est pas encore un peu dépendant de ce que les banques vont trafiquer avec Alors, précisément non, parce que c'est pas les possesseurs de Bitcoin qui ont un droit de décision au final, même s'ils vont influer sur le cours. C'est pas eux qui vont prendre la décision de la direction. Et au final, les banques, elles sont aussi en concurrence. Il y en a certaines qui, c'est pas une seule banque qui fait du trading, quoi. Il y en a plusieurs. Donc quelque part, ils sont juste utilisateurs du réseau.
L'augmentation du cours, elle est aussi corrélée à l'augmentation des transactions. C'est l'augmentation des transactions qui fait qu'on va faire des mises à jour sur le réseau pour essayer d'absorber cette augmentation du nombre de transactions. Donc quelque part, elles influent aussi, mais c'est pas forcément quelque chose de volontaire. C'est parce que le réseau est de plus en plus utilisé qu'on va essayer d'aller dans cette direction-là. Après, que ce soit des banques ou des utilisateurs particuliers qui augmentent le nombre de transactions, ça ne change pas forcément grand-chose. Mais on va toujours dans cette direction-là. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis arrivé en retard, donc j'ai peut-être raté quelque chose au début, sûrement même d'ailleurs. Ma question se situait sur le coût d'une transaction. En fait, j'avais entendu il y a quelques années effectivement qu'il y avait une problématique autour de ça. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui problème ça varie beaucoup. Ces derniers temps, ça s'est un peu amélioré. Je crois qu'on est autour de 3 euros, 4 euros la transaction. Mais par contre, effectivement, c'est pas un tarif qui permet de payer ma baguette chez mon boulanger, quoi. Mais si je veux transférer, disons, 100 euros, 3 euros de coût de transaction, c'est pas si cher que ça, sachant que derrière, en comparaison, on va avoir 4% de frais de paiement si je paye avec une carte bleue, sauf que c'est pas moi qui l'absorbe, c'est le commerçant. Je continue. En fait, j'avais aussi une question sur le coût énergétique oui. de la transaction. D'accord. Alors, le coût énergétique, il est lié directement à l'algorithme de minage. Donc sur Bitcoin, on est sur de la preuve de travail. Donc ça coûte effectivement beaucoup d'énergie de miner des blocs et de maintenir le réseau. Sur Ethereum, donc ils sont en train de passer sur la proof of stake. J'ai pas vraiment de traduction française pour ce terme-là, je suis désolé. Mais la proof of stake, en fait, comme elle va pas nécessiter un travail cryptographique, elle va coûter beaucoup moins cher. Donc on a des solutions selon certaines blockchains, selon l'algorithme de minage qu'on va mettre en place, pour réduire le coût de minage et donc le coût énergétique. Une autre question? Très bien. J'ai vu ça avant. Bonjour, merci pour la conférence. J'aurais une question, enfin plusieurs. Pour vous, pourquoi le réseau Bitcoin est sécurisé et qu'est-ce qui fait que les acteurs ne trichent pas? Qu'est-ce qui garantit que le réseau... En gros, le réseau Bitcoin il est sécurisé aujourd'hui parce qu'il y a un ensemble de personnes, donc les mineurs, qui vont, via des mécanismes cryptographiques, valider l'intégrité des transactions. Donc l'ensemble de ces mineurs, ils ont aussi l'intégralité de l'historique des transactions. Donc ils peuvent suivre exactement ce qui s'est passé, ils peuvent vérifier qu'il n'y a pas une personne qui va dépenser 2 fois la même somme. Donc ça permet de suivre la propriété du Bitcoin. Et alors la deuxième partie de la question, je me souviens plus, pardon. Non, c'était surtout pour savoir pour vous, qu'est-ce qui sécurise le Bitcoin? Pourquoi les acteurs ne trichent pas sur le réseau? Qu'est-ce qui garantit En fait, si un mineur, par exemple, décidait de tricher, comme il serait tout seul, ça se verrait. Et en fait, s'il n'y a qu'une seule personne qui essaye de tricher, ça se voit. La seule façon de réussir à tricher, c'est d'être la majorité, donc 51% des mineurs. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment une triche ou pas? C'est une question à se poser. S'il y a 51% des mineurs qui décident d'implémenter une autre règle, puisque c'est ça, tricher finalement, c'est changer les règles, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça fait un hard fork. Et donc c'est là qu'on va avoir 2 chaînes. On va avoir les 51% d'un côté, les 49% de l'autre, qui ne vont plus avoir les mêmes règles. Ok. Et aussi, qu'est-ce qui donne la vraie valeur du Bitcoin? Parce que tout à l'heure, l'intervenant a mentionné le fait que ça dépensait de l'énergie, mais pour moi, en fait, c'est ce qui donne la valeur. Parce que ça veut dire que si vous voulez recréer un Bitcoin, vous êtes obligé de dépenser la même quantité d'électricité et donc avoir le matériel, etc. Et c'est pas cher, et donc ça ne sera pas donné à tout le monde. Et si quelqu'un décide de tricher, doit forcément engager ses fonds et voilà, il doit avoir
un retour sur investissement et ce qui, en fait, en quelque sorte, garantit qu'il restera dans le réseau. Il va tricher peut-être, mais il sera obligé de réinvestir dans le réseau et de suivre les règles du réseau. Ouais, En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher, en fait. D'essayer de tricher, aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Créer la valeur dans Bitcoin... Donc, en fait, pour moi, c'est ce qui garantit l'intégrité du réseau et aussi le fait et qui donne la valeur en fait à un Bitcoin. C'est que pour le falsifier et changer les règles, changer les transactions, ça coûte cher. Et mieux vaut suivre les règles que d'essayer de tricher parce que justement ça coûte trop cher. Oui, tout à fait. Et... Autre chose ou pas? Merci. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de technique. La question, il me semble, était un peu orientée technique. Au début de la présentation, vous avez dit que le Bitcoin, ou en tout cas plutôt la blockchain, pourrait permettre de redonner du pouvoir aux citoyens. Et moi, ça me fait un peu tomber des nues parce que ça me semble très obscur. Et les citoyens en général, je pense aussi, trouvent que c'est très obscur. Donc en quoi est-ce que ça pourrait redonner du pouvoir aux citoyens par opposition aux États? Il y a des projets dont je n'ai pas parlé parce qu'il y a énormément de cas d'application, mais notamment il y en a un qui permet de faire du vote de façon électronique. Donc je sais que ça a l'air d'être très difficile comme ça, mais en fait le vote électronique ça pourrait fonctionner avec la blockchain. C'est juste très compliqué à mettre en œuvre pour un État parce qu'il faut un moyen d'identifier le citoyen qui a le droit de vote, mais pour ça une carte électronique peut fonctionner. Donc ça, déjà, ça permet de redonner du pouvoir aux citoyens. Dans la partie digitalisation des services rendus, donc sécurité sociale, mais aussi dans la partie législation, si mes lois deviennent des smart contracts, c'est assez intéressant. Mais au-delà de ça, je pourrais très bien imaginer un système où, au travers de la blockchain, moi, en tant que citoyen, je vais proposer une loi. L'ensemble des citoyens va pouvoir dire oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas. Et cette loi va être automatiquement promulguée si elle gagne On pourrait concrètement changer les systèmes démocratiques aujourd'hui. Avoir une démocratie un peu plus participative, plus directe. Mais il y a beaucoup de questionnements derrière ça. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Parce que est-ce qu'on peut estimer que... c'est quoi les règles à mettre en place derrière, quoi? Il y a vraiment beaucoup de travail avant, mais potentiellement, ça pourrait arriver dans cette direction-là. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Je fais partie un peu de la communauté locale bordelaise des crypto-monnaies. Comme Hugo a dit, on a un meet-up tous les 15 jours à Bordeaux le jeudi soir. Donc hier soir, il est alors depuis quelques mois, on est un peu plus nombreux, ça attire du monde, la hausse du cours du Bitcoin. Et on passe, voilà, hier c'est terminé à 1h du matin, on est arrivé à 19h jusqu'à 1h, on a discuté, toutes les questions que vous vous posez, on se les pose, on échange sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, meetup.com, vous cherchez, vous récupérez les liens, et voilà, si vous avez toutes ces questions-là, vous aurez les réponses si vous venez au meetup. Voilà. Très bien. Bonjour, j'avais une question, alors j'ai un de mes voisin qui m'a brièvement répondu, mais c'est vrai que ça reste encore assez obscur. Il y a des constructeurs qui font du matériel pour miner, mais la question que je me posais, c'est pourquoi ils le vendent et pourquoi ils ne l'utilisent pas eux-mêmes, quoi. Il y en a qui l'utilisent eux-mêmes déjà, il y en a qui construisent leur propre matériel et qui l'utilisent eux-mêmes, et puis il y en a d'autres qui le vendent parce que leur business model c'est plutôt vraiment la construction de matériel plutôt que l'exploitation. Typiquement, on pourrait très bien, il y a un cas d'usage qui est assez parlant, c'est que les fermes de Bitcoin, elles sont ou en Chine où l'électricité est très peu chère, ou dans des pays froids où ça coûte moins cher de refroidir. Mais les producteurs de ces machines-là, ils ne sont pas forcément localisés à ces endroits-là. Donc ils ont peut-être moins d'intérêt, eux, à produire directement le Bitcoin. Mais il y en a qui le font. Au moins un petit dernière question. Je le savais. Alors, moi, c'est une question pour vous, savoir est-ce que c'est trop tard pour investir, genre voyant, et fiscalement, disons, là on voit ça multiplié par 500, et là si on sort les sous, qu'est-ce qu'on déclare?
Alors pour la partie fiscalité, moi je ne saurais pas répondre, honnêtement. J'ai jamais regardé trop cette question-là. Par contre, je sais que sur la communauté CryptoFR, ils en ont beaucoup parlé, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Donc là-dessus, je pense que vous aurez plus facilement une réponse à votre question. Pour la partie est-ce que ça vaut le coup d'investir, c'est une décision personnelle. Je pense que, j'ai vu des estimations, potentiellement le cours va continuer à grimper beaucoup. Donc, à mon avis, c'est jamais trop tard, mais c'est très personnel et je ne vais pas vous encourager à mettre en hypothèque votre maison pour investir là-dedans, quoi. D'accord. Une autre question. Il nous reste encore un petit peu de temps. Très bien. Bonjour. Sur le sujet du blockchain, c'est vrai que c'est assez récent aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de cas d'usage, donc on a l'impression que ça peut se transposer sur tous les secteurs possibles et inimaginables. Vous personnellement, alors, sauf si c'est un secret d'État, vous travaillez sur quel cas d'usage sur vos POC ou c'est quoi votre orientation ? On va travailler plutôt sur des sujets, alors je vais rester assez vague, hein, je ne vais pas donner le sujet précis, mais on va plutôt travailler sur des sujets qui vont être liés à tout ce qui est un petit peu démocratie et puis liberté de parole, liberté d'expression. D'accord. En termes de cas d'usage dans le secteur de l'énergie, il y a Linky, Engie, etc. qui sont plus qu'en phase de test. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont énormément avancé. Est-ce que vous avez entendu, vous, à votre niveau, des choses autour de ça ? Oui, il y a des choses très intéressantes qui se font, notamment en relation avec l'Internet des objets, où on va pouvoir imaginer... alors il y avait un projet qui me semblait assez intéressant, où on pouvait imaginer brancher une boîte sur chacun des pylônes électriques pour faire de l'autodiagnostic, si jamais il y a une panne, ou alors avoir des systèmes où moi j'ai ma maison, j'ai mon panneau solaire, je produis mon électricité, et je peux décider de la revendre à mon voisin directement. Donc ça serait des réseaux d'énergie piloté aussi un peu par la blockchain, avec de l'échange de tokens énergétiques, par exemple, qui me permettront de dire ok, j'ai un stock de tokens énergétiques, ça me permet d'acheter de l'énergie directement à mon voisin. Merci.